Voilà, voilà un programme bien fourni pour ce webinaire. Le préalable du chef d'entreprise, lorsqu'il va décider de faire son alia, généralement en famille, et la problématique de l'exit tax. L'exit tax, c'est le fait pour la France d'aller demander. Alors, attendez juste un instant parce que j'ai un petit problème d'écran. Voilà. Donc, l'exit tax. La problématique de l'exit tax est liée au fait qu'on va avoir des plus-values latentes sur les titres. Et donc, l'administration fiscale française va vous demander préalablement à un départ de France de pouvoir déclarer ces sommes et donner des garanties sur un sursis d'imposition. Dans quel cas s'applique l'exit tax? Premier cas, vous avez une participation dans une société française ou étrangère supérieure à 800 000 euros, sans regarder le pourcentage. Deuxième cas, vous avez une participation supérieure à 50% dans une société. Donc, dans ces deux cas, on va être amené à déclarer de l'exit tax. Élément extrêmement important, et c'est pour ça que c'est un préalable dans la présentation, l'exit tax, comme Israël n'a pas signé avec la France de convention en matière de recouvrement, l'exit tax doit être déclaré 3 mois avant le départ de France. Au moins 3 mois. Donc souvent, moi, il m'arrive d'avoir des clients qui viennent me voir et me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je m'en vais dans une semaine? Je leur dis, bah, vous partez peut-être dans une semaine. Vous faites peut-être votre alia, mais je ne considère pas que votre alia constitue un changement de résidence fiscale et il faudra attendre la fin du délai 3 mois pour considérer que vous pouvez transférer votre domicile fiscal. Durée de l'exit tax. La durée de l'exit tax est de 2 ans ou 5 ans en fonction de la valorisation de cette dernière. Alors, je vais juste vous donner un exemple et puis on va passer après à l'autre sujet. Imaginez que vous ayez constitué une société avec 10 000 euros et le jour de votre départ, cette société vaut 210 000 euros. Donc, on aura un exit tax, donc des plus-values latentes à hauteur de 210 moins 10, soit 200 000 euros. On calcule la plus-value. Alors, c'est relativement simple. On est à 30%, ce qui nous fait 60 000 euros. Donc, il faudra donner des garanties à hauteur de 60 000 euros. Les garanties que l'on donne sont généralement, dans 99% des cas, un nantissement sur des titres de société. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien, ça ne va pas mobiliser de l'argent et surtout, le fait de donner un nantissement sur des titres n'empêche pas de faire une distribution de dividendes. Alors, élément important, l'exit tax, c'est extrêmement formaliste. Il faut faire une déclaration annexe à la déclaration d'impôt tous les ans pour suivre l'évolution de l'exit tax. Et si vous ne la faites pas, l'administration considère que vous ne remplissez pas vos obligations et peut être amenée à demander le paiement des sommes. Donc, c'est généralement fait par des avocats fiscalistes, très peu par des experts comptables parce que c'est vraiment du formalisme fiscal. Pour autant, ne pensez pas que au moment où vous partez, si votre société est valorisée de 110 000 euros, en prenant mon exemple, que 5 ans après, quand vous allez la vendre, vous auriez uniquement une plus-value sur 210 000 euros. Il faut savoir qu'on a, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et Israël, un mécanisme de plus-value et d'imposition en France, dans deux cas. Soit vous détenez plus de 10% d'une société non familiale, et la plus-value sera imposée en France, soit vous détenez plus de 25% d'une société familiale. Attention, dans la convention fiscale franco-israélienne, on parle d'ascendants et descendants et pas de collatéraux. Donc, on va prendre le pourcentage entre des parents et des enfants pour voir si on atteint les 25% et de la société familiale et pas entre frères et sœurs. Donc, une fois que l'on vend dans 5 ans, par exemple, 500 000 euros, c'est quoi l'effet de l'exit tax? C'est que vos plus-values réelles seront calculées, vos plus-values à l'impôt sur le revenu seront calculées sur une base de 500 000 euros. Par contre, les contributions sociales seront calées sur la valorisation au jour de votre départ de France, soit 210 000 euros.
c'est ce mécanisme qu'il faut comprendre. Alors, c'est plutôt compliqué, l'exit tax, et souvent on a une problématique de compréhension entre l'exit tax, les plus-values de cession, mais voilà, le mécanisme général. Maintenant, on le voit avec Nathanaël, bien souvent on arrive à éviter les plus-values parce qu'on a créé une holding, parce qu'on sort l'argent par distribution de dividendes. Donc, préalable du chef d'entreprise, l'exit tax. Parce que si vous ne déclarez pas les sommes, alors là, j'ai donné un exemple à 60 000 euros, mais on peut avoir des exemples avec des montants nettement plus importants. La plus-value est immédiatement exigible par l'administration fiscale. Et concernant Israël, moi, j'ai des exemples sur des personnes qui n'avaient pas bien rempli ou dont les conseils ne connaissaient pas tous les mécanismes de l'exit tax, et l'administration fiscale les a sommés et est venue faire des saisies pour venir chercher l'argent, même si elle est en droit de le restituer au bout de 2 ans ou 5 ans. Premier élément. Deuxième élément, donc, et ce qui va nous permettre après d'arriver sur la situation en Israël avec Nathanaël, c'est la résidence fiscale. On a un sujet concernant la résidence fiscale en Israël. Quand on lit la convention fiscale sur la notion de résident, on explique que sont considérés comme résidents en Israël ceux qui sont imposés sur leurs revenus mondiaux. Or, pendant 10 ans, vous n'allez pas être imposé sur vos revenus mondiaux, mais uniquement sur vos revenus de source israélienne. Donc, il est possible, et c'est des sujets qui existent aujourd'hui, alors qui sont très embryonnaires et qui concernent uniquement un nombre de cas limité, il est possible qu'il y ait une remise en cause de la résidence fiscale. Donc, la résidence fiscale, on a trois choses à voir. On a le foyer d'habitation, et quand on est chef d'entreprise, il m'arrive très souvent de dire à mes clients, je ne veux plus de foyer d'habitation en France. On a la durée du séjour, alors ça c'est généralement ce qu'on arrive à adapter le plus facilement. Donc, alors, les journalistes vous parleraient de 180 jours, moi je ne parle pas de 180 jours, hein. Il n'y a aucun texte fiscal au sein de l'OCDE et encore plus entre la France et Israël où on parle de 180 jours. C'est tout simplement une simplification pour dire j'ai passé plus de temps ici ou là-bas. Donc, chaque cas peut être différent. Et puis, on a le centre des intérêts économiques et financiers. Et c'est là où, effectivement, avec Nathanaël, on a une réflexion de dire comment, alors que l'on a un chef d'entreprise qui vit en Israël, qui a une entreprise uniquement franco-française, on va pouvoir jouer sur cet élément-là. Donc, souvent, je demande à Nathanaël de créer le pendant d'une structure israélienne qui peut, au départ, à minima, facturer du back-office, qui peut être, dans certains cas, président d'une structure française, ou être une holding d'une société française. Il y a plusieurs cas. Donc, ce que peut-être, Nathanaël, je te donne la parole pour expliquer qu'est-ce qu'on peut avoir comme structure en Israël et comment toi tu vois le sujet à ce niveau-là. Ok. Bon, ok. Alors, comme Georges l'a dit justement, une fois qu'on s'est déconnecté fiscalement de la France et qu'on a fait toute la procédure d'exit tax, etc., par rapport à Israël, on a une notion ici en Israël de 183 jours. Mais comme Georges l'a dit, c'est des indices qui nous permettent de savoir, en principe, une personne qui passe plus de la moitié de l'année dans un pays est forcément résident fiscal, ou 425 jours, ou le centre de vie. Mais c'est vrai que par rapport à la loi israélienne, les 183 jours, c'est pas forcément 183 jours. Une personne peut passer un peu moins de 183 jours et pour autant toujours être considérée comme résident fiscal israélien. Un autre point que Georges a dit qui est super important, c'est les revenus qu'on génère via Israël sur des revenus étrangers. Beaucoup de personnes pensent que la loi des 10 ans d'exonération, chaque Olé Hadash qui vient en Israël, il est exonéré pendant 10 ans de tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. Mais souvent, les personnes font l'amalgame et pensent que les revenus générés en dehors du territoire, c'est des revenus on facture par exemple, qu'on reçoit de France, mais sans pour autant prendre en compte d'où sont générés ces revenus-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on fait son ALIA et on est dans les 10 ans d'exonération, l'imposition, elle devient territoriale. Territoriale, c'est-à-dire tout ce que je génère à partir d'Israël. Que le revenu provienne de France ou que le revenu provienne d'Allemagne, on s'en fout. Si physiquement, on était en Israël lorsqu'on a généré ces revenus,
par rapport à la loi israélienne, c'est des revenus qui sont considérés de source israélienne et doivent être imposés en fonction de la structure qu'il y a, que ce soit un auto-entrepreneur ou une SARL ou quelle que soit la chose. Mais c'est un point qu'il faut faire hyper attention parce que les impôts n'ont pas vraiment défini et exploité ce point-là, d'où ces revenus sont générés. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir une parenthèse là qui est super importante. Faites attention, si vous facturez ou si vous travaillez à partir d'Israël, que ce soit des revenus qui proviennent du monde par rapport à l'administration fiscale israélienne, on s'en fout. Si par exemple, moi j'ai des clients, par exemple, qu'une fois par mois, ils partent à Chypre ou ils partent en Grèce avec leur ordinateur et ils facturent de là-bas et ils reviennent après en Israël, par rapport à Israël, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle des revenus qui ont été générés en dehors du territoire et donc on rentre dans la loi dans la loi dans la 186 qui nous dit qu'on est exonéré pendant 6 mois. Maintenant, une fois qu'on est considéré comme résident fiscal israélien, que vous avez fait votre alia et que Georges s'est occupé de votre déconnexion fiscale de la France, qui s'est occupé de l'exit tax, qu'il a informé l'administration fiscale française, comme l'a dit Georges, un autre point aussi que je veux relever, c'est la remise en cause de la résidence fiscale des fois qu'il peut y avoir en France. C'est vrai que selon la Convention, on arrive dans un pays, comme je vous l'ai dit, où on est assujetti à une imposition territoriale. Par rapport à la France, cette imposition-là, c'est des revenus qui ne proviennent que de sources israéliennes, donc peut les requalifier comme revenus de source française. Ce qu'on fait souvent avec Georges, dans certains cas quand c'est important, c'est des fois que bien qu'on bénéficie de ces 10 ans d'exonération et qu'on n'a pas besoin de déclarer des revenus de source étrangère, souvent, on est quand même imposé, on établit quand même une déclaration fiscale en Israël avec des revenus qui proviennent de l'étranger, par exemple la retraite ou quel que soit, pour essayer de contrer un peu la convention et d'essayer de rentrer un peu dans les lignes. Une fois qu'on a fait tout ça et que tout est bon, il faut savoir qu'en Israël, comme je vous l'ai dit, l'imposition elle est territoriale. Ça veut dire qu'on s'en fout de ce qu'on gagne dans le monde. Notre taux d'imposition commence à partir de ce que je gagne en Israël. C'est comme si c'était, vous allez avoir un salaire en Israël, on monte une structure en Israël, par exemple, qui facture votre structure française. Par rapport à Israël, les revenus que vous allez vous distribuer, que ce soit en salaire, ou que ce soit en dividende, ou que ce soit en société ou en auto-entrepreneur, c'est des revenus qui sont un taux d'imposition qui commence à 0. C'est-à-dire, vous pouvez gagner des millions d'euros en France, mais par rapport à Israël, si jamais vous facturez la France et que vous versez un salaire, le taux d'imposition de ce salarié, par exemple, ou de la femme du salarié, c'est un taux d'imposition qui commence à 0, parce que c'est votre première source de revenus israélienne, et donc, seulement ce qu'on gagne en Israël intéresse Israël. Donc, ça dépend des cas. Souvent, Georges, des fois, préfère monter une société fille avec une société mère en France. Souvent, on préfère d'avoir 2 structures complètement distinctes, une envers l'autre, de faire vraiment de la prestation de service. En Israël, on essaye surtout de s'adapter par rapport à la France parce qu'il faut savoir que c'est la France, votre pays de résidence fiscale, ceux qui peuvent vous causer des problèmes. Israël, à la fin, c'est un pays qui reçoit un nouveau contribuable avec une structure, avec un salarié. Ils ne vont pas trop vous embêter. Surtout que vous êtes dans les 10 ans d'exonération. Ceux qui vont vous embêter, c'est la France. C'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner par un bon avocat en France qui au moins donne les directives à l'expert comptable ou à l'avocat israélien pour savoir quelle sorte de structure permettra de soulager d'un point de vue fiscal au moins par rapport à la France. Il faut faire attention, moi j'ai eu affaire à pas mal d'avocats français qui sont hyper pointus, des grands noms, mais qui n'ont pas l'habitude de travailler avec Israël. Il faut faire attention de travailler avec des avocats qui ont l'habitude de travailler avec un autre pays pour savoir comment essayer de s'adapter, que ce soit par rapport à la Convention, que ce soit par rapport aux exonérations de 10 ans, que ce soit par rapport à quoi déclarer, où déclarer et comment déclarer. Surtout qu'on sait qu'en Israël, si jamais vous allez arriver en Israël, souvent vous allez avoir une déclaration de patrimoine. Vous allez ouvrir une société, vous êtes dans vos 10 ans d'exonération et vous allez avoir une déclaration de patrimoine. Israël voudra savoir qu'est-ce que vous avez, que ce soit en personnel ou en société, ils veulent tout savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne leur dit rien de ce qu'on a à l'étranger. Souvent, il y a des personnes qui disent, bon, moi, j'ai rien à cacher, je vais faire un peu plus de zèle. Par rapport à l'administration fiscale israélienne, c'est mal vu. Quand on n'a pas besoin de déclarer et qu'on déclare, c'est mal vu. C'est bizarre, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Mieux vaut ne rien déclarer, c'est un conseil que je donne et que c'est selon la loi, bien entendu, ne rien déclarer de ce qu'on détient à l'étranger, de déclarer uniquement ce que vous avez en Israël, même si c'est minime par rapport à la France, et de remplir votre déclaration de patrimoine comme ça. Dans tous les cas, vous êtes dans les 10 ans, vous aurez un bon justificatif après pour expliquer pourquoi vous n'avez pas déclaré ce qui vient de l'étranger. Donc, une des méthodes, c'est une fois que vous êtes résident fiscal israélien, que vous avez monté une société israélienne, que l'avocat en France vous a conseillé de monter, que ce soit une société FIC ou que ce soit une société complètement distincte, de facturer, par exemple, on va prendre un schéma, 100 000 euros par an
à la France. Ces 100 000 euros vont rentrer dans le chiffre d'affaires de la boîte israélienne. Vous allez me dire, mais je vais me faire imposer. Avant de se faire imposer, on se distribue un salaire pour vous, pour votre épouse si elle travaille avec vous, bien entendu, pour essayer d'avoir 2 taux d'imposition. Et avec les points d'abattement fiscaux dans les Hadash, avec si jamais vous avez des enfants de bas âge, etc., vous pouvez vous distribuer dans la plupart des fois, si je ne me trompe pas, Georges, c'est souvent autour des 60-70 000 euros par an. Quasiment, c'est des 70 000 euros par an qui sont facturés à la boîte française qu'au lieu de payer en France un taux de l'IS, etc., on les a en Israël, on se distribue de salaire. Après, si on veut jongler avec les dividendes aussi, on peut. Mais c'est quelque chose qui est souvent recommandé pour les chefs d'entreprise, de monter une structure ici. Maintenant, souvent, des personnes vont me dire, moi, je n'ai pas besoin d'une SARL. La SARL, elle est sympa d'un point de vue juridique et d'un point de vue de l'imposition. Mais des fois, on a besoin d'un auto-entrepreneur ou d'un OSEC Mourché en Israël, c'est une structure indépendante. Il n'y a aucun problème. On peut monter une structure indépendante en Israël, facturer la boîte française, se distribuer, se faire imposer en fonction de votre taux d'imposition, en fonction du montant des factures que vous avez. Donc, ce qui est super important, c'est de bien se déconnecter fiscalement de la France, de se respecter les règles de résidence fiscale en Israël, de monter quelque chose en Israël et de faire ça. Souvent aussi, les avocats français demandent qu'il y ait une convention entre les sociétés pour expliquer la prestation de service, parce que ça paraît bizarre des fois qu'on facture 90% des revenus qu'on touche en France. La France ne va pas trop aimer ça aussi non plus. Donc, il faut faire ça de façon pas trop gourmande. Vous allez être accompagné sûrement par votre avocat. Il faut savoir bien respecter les consignes. Georges, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, par rapport à ce que tu as dit, 3 points. Effectivement, l'adaptation. Ne pensez pas que parce que votre voisin, votre ami, il a créé une structure, vous allez avoir l'obligation de créer une structure filiale alors que lui, il a créé une filiale et ça ne va pas s'adapter. Chaque point est différent. Il faut savoir que le centre des intérêts économiques et financiers dépend aussi de votre patrimoine. Donc souvent, ce qu'on est amené à faire, c'est dès l'arrivée en Israël, une distribution de dividendes sur notamment la trésorerie non nécessaire dans la société pour rééquilibrer. Donc, l'analyse, elle est vraiment fine. Elle ne se situe pas simplement sur le fait que la personne soit dirigeante ou pas. D'ailleurs, ce qu'on apprécie souvent, c'est de remplacer ou de changer de dirigeant. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment dans les petites sociétés. Donc, adaptation, situation patrimoniale extrêmement importante et on ne se focalise pas obligatoirement au jour du départ. On va faire une analyse 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après le départ. L'administration, elle ne vient jamais vous voir un jour après votre départ pour vous dire, au fait, vous n'êtes pas résident fiscal israélien. Elle va venir au moment où elle a un intérêt. Donc, au moment où vous allez faire une grosse session, au moment où vous allez faire transférer une grosse valeur et elle va se dire, tiens, je reviens sur 3 ans pour remettre en cause la résidence fiscale. Et autre point extrêmement important, parce que ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année 2020, j'ai récupéré un certain nombre de dossiers de contrôles fiscaux où la France contrôlait des sociétés françaises et remettait en cause les facturations de sociétés israéliennes. Alors, ce n'est pas parce qu'on est persuadé de remplir une mission qu'elle existe et qu'elle est prouvable. Donc d'abord, quand on facture par l'intermédiaire d'une société israélienne, on essaye d'éviter que la personne qui remplisse cette mission soit le même que le dirigeant d'entreprise. Parce qu'on a un vrai souci en France. On ne peut pas se facturer à soi-même. Et un dirigeant qui a une casquette, c'est compliqué qu'il ait une autre casquette et qu'il facture la même chose. Donc, on fait toujours un contrat. Moi, je suis étonné de voir des contrats qui ressemblent à rien. Et je réfrène toujours mes clients quand ils me disent « Oui, mais voilà, je vais faire telle mission. » Et je leur dis « Mais vous le faites ?» Non, mais c'est bien de le rajouter. Ben non, ce n'est pas bien de le rajouter. Parce que l'administration, elle va venir, elle va vous dire « Mais vous le faites, vous ne le faites pas, prouvez-le-moi. » Donc, ce qu'on note, c'est ce qu'on est capable de faire et de démontrer. Souvent, lorsque j'interroge mes clients au départ, ils sont tous blancs comme la neige, c'est-à-dire limpide, l'opération est limpide. Et plus on gratte, plus on se rend compte que « Ah ben non, mais je ne peux pas vous le prouver, je ne peux pas vous le prouver. » Donc, on ne fait des contrats que sur des prestations qui sont prouvables. Moi, aujourd'hui, j'ai des dossiers avec des redressements en centaines de milliers d'euros
et sur plusieurs années, hein, entre la France et Israël, parce que, comme disait Nathanaël, on vient pas prendre toute la substance et tout le bénéfice d'une structure française. Ça n'existe pas. Un prestataire, il n'est pas là pour vider la boîte au niveau des bénéfices de la société. Donc, on doit toujours faire référence à ce qu'on appelle le prix de marché. C'est-à-dire, cette prestation-là, je la facture, mais une société lambda, elle la facturerait combien? Alors, on peut avoir un écart de 10-15%, mais pas plus. Pas plus. Moi, quand je récupère des dossiers, on me dit je vais facturer 70% du chiffre d'affaires. Ça ne peut pas exister, ça. Ou sinon, il faut vraiment me le démontrer. Et lorsqu'on gratte, on ne peut pas le démontrer. Donc, oui, il est extrêmement important d'avoir une structure israélienne, et même essentiel. On a après un sujet qui est c'est qu'est-ce que je facture? C'est pour ça que de plus en plus, on évolue vers une structure israélienne qui peut être, alors attention, parce que ça peut aussi se retourner, mais présidente de la structure française. En expliquant, je suis en Israël, je vis, j'ai en plus une structure israélienne qui développe une activité en Israël ou vers d'autres pays que la France, et elle est présidente de la structure française. Donc, cet élément, pour moi, peut être intéressant, mais surtout, faire attention au contrat. Un autre élément que je viens de voir apparaître dans des dossiers, et notamment c'est sur des dirigeants, c'est un risque d'établissement stable. Le risque serait, alors j'ai pour l'instant des retours de confrères israéliens que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce que vaut leur analyse, serait qu'un dirigeant français qui s'installe en Israël et qui fait du commercial et qui désigne tout, constituerait un établissement stable, imposable à l'impôt société en Israël. Alors, Nathanaël, tu vas m'en parler, peut-être si tu as déjà vu ce cas-là. Je suis assez étonné parce que nous, en France, le raisonnement de l'établissement stable, c'est quand même de dire on doit avoir un flux commercial, on doit avoir un certain nombre de décisions. Une personne tout seule dans une société ne peut pas pour moi constituer un établissement stable. Alors, je ne sais pas, Nathanaël, si tu as déjà vu ce sujet-là. Et ouais, justement, alors ça, c'est un sujet, on en parle aussi pas mal de fois là, ces derniers temps, surtout par les grands groupes français qui veulent s'installer en Israël, etc. C'est quelque chose qu'il faut savoir que par rapport à Israël, c'est aujourd'hui, c'est pas encore ultra contrôlé. Les experts comptables en parlent, les avocats en parlent, etc. Mais un établissement stable par rapport à la loi israélienne, il faut vraiment prouver que par le biais de cette personne et de cette activité, le principal des revenus est généré. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour vraiment qu'Israël considère ça Mossad Keva en Israël, c'est un établissement stable, c'est qu'Israël dit, attendez, ce que fait par rapport à Israël, c'est quelque chose c'est ça qui permet aux revenus d'être générés, c'est ça qu'on peut mettre la main dessus, comme quoi c'est ça en fait le QG, c'est le centre principal de la société, mais vraiment au jour d'aujourd'hui en Israël, une personne qui vient s'installer en Israël, qui travaille comme ça, c'est très rare qu'on considère ça comme un Mossad Keva, comme un établissement stable. Moi, je peux te dire, ça fait peut-être 15 ans que je travaille. J'ai vu peut-être 3 contrôles sur des grands groupes, des gens qui n'étaient pas structurés en Israël, qui avaient voulu monter un SNIF, c'est une sorte de branche. Et la branche aujourd'hui en Israël, c'est plus du tout à la mode, c'est des choses qui se font pas. C'est soit on monte une société en Israël, une société fille, soit on travaille d'Israël, on fait une prestation de service. Mais vraiment, pour considérer une personne comme un Mossad Keva, comme un établissement stable, il faut qu'Israël, l'administration fiscale israélienne, puisse prouver que tous les revenus sont gérés grâce à cette personne-là. Et ça, dans certains cas, c'est ultra difficile de prouver ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est soit il y a des sociétés qui sont montées, soit des sociétés étrangères, etc. Mais surtout, dans la plupart des cas, surtout auxquels on a l'habitude, c'est des gens qui avaient déjà une structure en France. C'est des gens qui travaillaient déjà en France. C'est des gens qui sont venus de France en Israël en ayant déjà eu quelque chose. Donc, pour qu'Israël considère l'activité d'Israël comme l'établissement stable, c'est très rare. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord, j'ai la même analyse, mais effectivement,
c'est des sujets qu'on voit sur des sociétés de grande envergure, on va dire. Alors, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de la problématique. Ce qu'il faut retenir, c'est préalablement sujet d'exit tax. On ne rigole pas avec l'exit tax parce que ça va donner une couleur à votre dossier. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'administratif, mais quelqu'un qui ne fait pas de l'exit tax, l'administration, si elle le trouve, elle va quand même lui rentrer dedans méchamment. Et je pense que l'analyse de la résidence fiscale ne sera pas du tout la même derrière. Donc, premier élément, on respecte. Ce n'est pas un handicap, ça ne va pas vous gêner sur un départ parce que moi, j'ai des clients qui peuvent faire leur alia. Je voudrais vraiment préciser une chose. Alia ne signifie pas, pour moi, transfert de résidence fiscale. Moi, j'ai des clients qui, par exemple, qui font leur aléa aujourd'hui parce que, en termes de Covid, pour aller en Israël, il faut avoir la nationalité, ils ont envie de voir leur famille. Ils ne le font pas pour des raisons fiscales, ils ne vont même pas rester 6 mois en Israël. Donc, on voit vraiment tous les cas. L'ALIA n'est pas alors, peut-être que toi, tu peux aussi, Nathanaël, valider ça côté israélien. Oui, par rapport à Israël, ce qu'il faut savoir surtout aujourd'hui, il y a une jurisprudence récemment à ce sujet-là, c'est que même la nationalité aujourd'hui israélienne qu'on donne, normalement, chaque juif a le droit de venir en Israël s'il compte y résider. Ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont obtenu la Théoudat Zéhout, ils sont repartis en France. Par rapport à Israël, ça ne veut rien dire. Un Olé Hadash, dans la définition de la loi israélienne, c'est un vrai résident fiscal israélien. Ce n'est pas une nationalité. La citoyenneté ne sert à rien, ne veut rien dire, et surtout par rapport à toi. Par contre, genre, quelque chose que tu dis souvent, et là, tu ne l'as pas dit, surtout, c'est important d'informer la France. Tu le dis toujours, que des fois, les gens viennent en Israël, n'informent pas la France, et par rapport à la France, tant qu'ils déclarent en tant que Français, il est français, il n'y a pas de prescription, rien, n'est-ce pas? Oui, parce qu'effectivement, comme on était plus sur le chef d'entreprise, mais il y a un élément pour moi qui est extrêmement important. On ne peut pas, alors je le vois encore, hein, je vais avoir 2 dossiers cette semaine sur ça, où j'ai des personnes qui sont entre deux. C'est-à-dire des personnes qui ont la nationalité israélienne, qui résident plus de 6 mois en Israël d'ailleurs, et pour autant qui n'ont rien fait en France. Alors, ça pose 2 soucis, c'est que souvent, comme ils sont israéliens, ils ont des comptes bancaires israéliens qui ne déclarent pas en France, ils ont des revenus israéliens qui ne déclarent pas en France, et moi je leur dis, mais il faut juste penser, si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? La France va dire que vous êtes résident fiscaux français à vos ayants droit. Israël va dire ben non, il est résident fiscal israélien. Et c'est surtout la France qui va se rendre compte de la supercherie. Et ça peut très, très mal se passer. Et je le vois, moi, dans une succession que je gère depuis quelques mois. On a des notaires français qui nous disent, mais attendez, on a une problématique. Pour nous, elle est résidente fiscale française. On veut taxer la totalité des sommes. Et l'avocat israélien me dit non, elle n'est pas résidente fiscale. Et je lui dis, mais moi, je n'ai pas d'éléments qui démontreraient qu'elle soit résidente fiscale israélienne au regard de la France. Donc, l'entre-deux, c'est ce qu'il y a de pire. Éviter cette situation. Soit vous restez en France et vous déclarez tout, y compris vos revenus au compte bancaire israélien, soit vous êtes en Israël, mais à ce moment-là, il faut acter le départ. Cette analyse, on l'a fait souvent au regard de la famille. Où résident vos enfants? Comment vous voyez l'évolution, votre avenir, soit côté français, soit côté israélien? Donc effectivement, le entre-deux, tu as raison, c'est ce qu'il y a de pire. Et classiquement, au moment des déclarations d'impôts, on voit toujours pas loin d'une dizaine de dossiers arriver en nous disant mais on m'a mis une croix sur un compte bancaire, on m'a mis telle et telle chose, on me dit que je suis en Israël mais je pensais être en France et inversement. Donc, bien regarder ce sujet-là, on ne peut pas être entre les deux et bénéficier des deux parce qu'aujourd'hui avec l'informatique, côté israélien, d'abord, c'est radical. Et puis, côté français, c'est quand même de mieux en mieux. Donc, le fisc français, honnêtement, quand il veut trouver, il trouve. Voilà, je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Il y a une question, je pense qu'elle concerne Nathanaël. Donc, c'est Georges Cohen qui nous dit « Je suis étonné de votre solution de monter un auto-entrepreneur en Israël qui facture sa propre société en Israël. Il y a un risque en France de requalification sociale de la facturation en rémunération. » Ça, Georges, tu l'as dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu as parlé de ça? Alors, non, attention.
il y a peut-être une simplification par rapport à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a une entreprise israélienne qui va être amenée à facturer une entreprise française. On peut, dans certains cas, avoir de l'auto-entrepreneur. Pour autant, l'auto-entrepreneur, pour moi, il faut bien le comprendre, alors là, ce n'est pas uniquement une requalification sociale, ça ne peut pas être le dirigeant de l'entreprise lui-même. Ça va être un de ses enfants, ça va être son épouse. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je n'aime pas l'auto-entrepreneur, parce que l'auto-entrepreneur, c'est une personne physique. Ce qu'on veut souvent... c'est la société. Pourquoi la société? Parce que la société, c'est une personne morale qui existe indépendamment de ses associés. Et que je peux être amené à facturer plusieurs personnes dans le cadre d'une facturation société. L'auto-entrepreneur, moi je le déconseille et vraiment, quand je l'ai utilisé, c'est vraiment de manière très, très exceptionnelle. Mais je suis d'accord avec vous, on a un risque de requalification sociale si on facture une rémunération, mais sans arriver au social, de toute façon, en fiscalité, la somme ne serait pas déductible. Donc, moi non plus, même par rapport à Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, quand on monte en auto-entrepreneur, c'est vraiment quand le client demande à tout prix de monter un truc au nom de sa femme, par exemple, qui va facturer la France. Mais en principe, je précise aussi qu'on déconseille fortement l'auto-entrepreneur. Mais par contre, il y a des personnes, des fois, qui facturent de très faibles montants, qui ne veulent pas avoir des charges de structure de société. S'ils nous le demandent et que l'avocat en France valide et qu'il y a deux personnes différentes, il n'y a pas de problème. Mais comme Georges l'a dit, et monsieur, vous avez raison, c'est quelque chose qui est fortement déconseillé par rapport à Israël. Mais c'est quelque chose qui se fait dans très peu de cas, mais ça se fait aussi. Alors, j'ai une deuxième question après qui mélange beaucoup d'éléments et je pense qu'on va pouvoir répondre chacun de notre côté avec toi. C'est une personne qui nous dit, voilà, si on quitte la France le 31 décembre, à partir de quand est-on considéré comme résident israélien? Alors, le grand principe, c'est que vous êtes résident israélien le jour où vous posez le pied en Israël. Après, on vous dites, après 6 mois de résidence en Israël, et vous posez une question, moi, au regard de la France, je n'ai pas besoin de ces 6 mois. La résidence fiscale ne s'analyse pas que sur la durée. Élément important, et après je passe la parole à Nathanaël sur ça, souvent on confond les 6 mois exigés pour la sécurité sociale israélienne avec 6 mois de résidence en Israël. Donc, dès que vous arrivez, vous êtes considéré comme résident fiscal israélien et donc, à contrario, comme non-résident en France. Après, il y a tout un formalisme qui ne peut pas s'expliquer uniquement au cours d'un webinaire. Je te donne la parole peut-être sur ça pour les 6 mois, la résidence. Ce qu'il faut savoir, ce qui est hyper important, c'est que à partir du moment où vous venez en Israël, comme Georges l'a dit, vous êtes israélien. Mais le problème, c'est qu'Israël ne vous croit pas au début. Ils ne peuvent pas savoir. Tellement de personnes ont eu leur Théoudat Zéhout, sont partis après 2 mois pour avoir la carte d'identité israélienne, mais ne sont pas vraiment restés en Israël. Donc, ce que demande le fisc israélien, dans 99% des cas, lorsque vous allez demander un certificat de résidence fiscale, c'est vrai que d'un côté, depuis le 1er janvier 2022, vous êtes résident fiscal israélien, mais Israël ne vous donnera ce certificat qu'à partir du 1er janvier 2023. Parce que par rapport à eux, ils veulent voir déjà si vous avez passé 6 mois, si vous avez 425 jours, si votre centre de vie se trouve en Israël. Il faut leur demander aussi la raison de certificat. Mais pour répondre, la résidence fiscale, c'est un statut qu'on obtient en fonction d'où on est, notre centre de vie et le nombre de jours aussi. Mais par rapport à Israël, vous obtiendrez ce certificat de résidence qu'1 an après, bien entendu rétroactivement pour 2021. Souvent, la France le sait, les caisses retraites le savent, souvent on demande un certificat de résidence fiscale. 1 an après, on leur donne. Et il rembourse les impôts qui ont été retenus à la source à partir du moment où on peut prouver que la personne est résidente fiscale en Israël depuis le 1er janvier 2022. Donc, pour répondre, 1er janvier 2022, vous êtes résident fiscal israélien, mais vous obtiendrez un justificatif que 1 an après, une fois qu'Israël sera vraiment tranquille et rassuré de savoir que vous êtes vraiment résident et vous n'avez pas seulement obtenu une résidence, une citoyenneté, vous êtes parti. Voilà. Dernier point, ce sera la dernière question concernant l'exit tax. On nous demande est-ce que l'exit tax s'applique aux seules sociétés commerciales ou également aux parts de SCI? On va dire que l'exit tax s'applique aux sociétés commerciales et aux SCI, donc aux sociétés à prépondérance immobilière qui sont soumises à l'impôt société.
faire attention. Il y a une évolution parce qu'au départ, il y avait vraiment un sujet de savoir est-ce que les SCI étaient concernées ou pas par ce système. Elles sont concernées et on a même un sujet de double imposition jusqu'en 2019 parce que si on vendait des participations, on pouvait avoir une taxation société commerciale plus SCI. Là, les textes sont venus réguler ça depuis 2019. Donc, SCI à l'IS rentre dans l'exit tax. Voilà, de mon côté, on en a terminé. J'espère qu'on a pu vous expliquer tous les sujets. Vous comprendrez que c'est des sujets plutôt compliqués qui nécessitent souvent d'être assistés aussi bien côté français que côté israélien. Côté français, parce que l'avocat ou l'expert comptable israélien ne connaît pas la France et inversement, même si nous, on gère beaucoup de dossiers en Israël, on interroge toujours nos partenaires sur les détails parce que le propre de la fiscalité, du droit des sociétés, de la comptabilité, c'est que ça évolue en permanence. Et quelqu'un qui vous dit « je connais, je suis avocat » ou « je suis expert comptable des deux côtés », j'émets souvent beaucoup de doutes parce que déjà la fiscalité française c'est compliqué. La fiscalité internationale, on a l'habitude de faire partir des clients dans le monde entier. On a des sujets qui sont propres à chaque pays.